If you want to write a believable fantasy where people can move into your world and walk around, you need to do your research. Aujourd'hui, dans la boîte à outils, on attaque un sujet intimidant, l'étape de la recherche. Comment te documenter pour construire ton world building? Quels outils choisir? Jusqu'où pousser la recherche? Et quelle place pour l'intelligence artificielle? Et si on apprenait à construire un univers? Ici, on parle outils, astuces et stratégies pour donner vie à nos mondes intérieurs. Bienvenue dans la boîte à outils de la World Buildeuse, au cœur du chantier de l'imaginaire. Et pour introduire ce vaste sujet, écoutons l'autrice Robin Hobb qui s'est récemment exprimée sur le podcast SFF Addicts en 2025. La traduction suit juste après. I've heard too many people who come to me and say, I want to be a writer and I want to write fantasy because you can write anything in fantasy. And I go, no. I do a tremendous amount of research. You have to lower the threshold of disbelief. And that means that everything you write that is parallel to this world has to make sense to people who have experience with it. If he's riding his horse across the desert for 5 days straight and the horse doesn't collapse and die, half your readers are going to throw that book across the room. J'ai entendu trop de gens me dire « Je veux écrire de la fantaisie parce qu'on peut écrire tout ce qu'on veut dans la fantaisie. » Et je réponds « Non, il faut que je fasse un énorme travail de recherche. Il faut diminuer le palier d'incrédulité. » Et donc, tout ce qu'on écrit et qui trouve un parallèle dans notre monde doit avoir du sens pour les gens qui ont une expérience dans ce domaine. Si votre héros cavale dans le désert pendant 5 jours et que son cheval ne meurt pas d'épuisement, la moitié de vos lecteurs vont jeter votre livre à l'autre bout de la pièce. Robin Hobb touche là au problème fondamental qui occupe les auteuristes de l'imaginaire. Même en inventant, il doit exister une cohérence et une logique entre les différents éléments qui composent l'univers et le récit. Et si on ne maîtrise pas les faits dont on parle, on risque de casser l'illusion pour les lecteurs qui connaissent mieux le sujet. Je vais te partager une expérience personnelle. J'ai un projet de fantaisie médiévale qui s'appuyait au départ sur l'image du chevalier errant. Je trouvais qu'une chevaleresse parcourant les routes, seule, était une image puissante. Mais des proches qui sont calés sur l'histoire de la chevalerie me l'ont reproché. Comment ta chevaleresse transporte sa tente, son matériel? Comment se nourrit-elle? Comment se protège-t-elle des intempéries? Et si son cheval défère ou se blesse, comment se débrouille-t-elle? Et en effet, en me documentant, j'ai compris qu'il fallait plutôt imaginer de véritables convois, de nombreux serviteurs, plusieurs chevaux et un équipement considérable. Mon récit implique un long voyage, alors ces aspects logistiques étaient essentiels. J'ai donc tout retravaillé pour donner une troupe à ma chevaleresse. Ça a créé d'autres images, d'autres idées et un récit bien retravaillé et plus personnel. Alors c'est vrai, il y aura toujours des gens plus pointus que nous parmi nos lecteurs et il faut accepter qu'on fera des erreurs ou des approximations. Mais un travail de recherche sérieux reste incontournable pour avoir une cohérence d'ensemble et pour éviter un univers bancal qui fait décrocher nos lectrices. Pour ça, je te propose d'abord de réfléchir à l'impact de la documentation et au degré de recherche pour l'histoire et le world building. Ensuite, on verra les outils à notre disposition et on terminera sur une épineuse question, la place de l'intelligence artificielle dans ce processus de recherche aujourd'hui. À la fin de l'épisode, je te donnerai un exemple concret de world building appuyé sur un travail de recherche. En général, quand on se lance dans le world building, c'est qu'on aime ça. Des heures dans des bouquins à se plonger dans des détails historiques ou techniques, peaufiner des éléments magiques, perfectionner la mécanique du monde à coups de sessions de travail sur Wikipédia. Mais ce travail prend du temps et pendant ce temps, on n'écrit pas. Alors, jusqu'où aller? Je vais être un peu moins maximaliste que Robin Hobb et je dirais que tout dépend. Ton travail de recherche va-t-il te permettre de nourrir une simple description ou bien est-ce qu'il est indispensable pour mettre au point des éléments essentiels de ton monde? Pas besoin de passer 3 heures sur l'histoire des poids et mesures si tu veux juste donner un peu de cachet à une scène marchande. Quelques éléments de vocabulaire suffiront. Par contre, si tu écris un roman de SF sur le clonage, il faudra sans doute te plonger dans des sources à jour concernant les biotechnologies et la bioéthique. Je te renvoie à l'épisode 2 qui comparait les world building maximalistes et minimalistes. Mais pour rejoindre Robin Hobb, en effet, dans l'imaginaire, s'il y a une grande part d'invention, il y a aussi un énorme travail de recherche à faire. Si je décide que l'armure de ma chevaleresse est faite dans un métal vert brillant qui n'existe que dans mon monde, pas de problème. Mais il faut quand même que je me renseigne sur la composition des armures et leur évolution pour comprendre comment elles s'articulent,
comment elle se porte et quels sont les points faibles. Alors attention, après il faut doser. J'ai lu cette année un roman de fantasy au demeurant très agréable, mais où j'ai retrouvé tellement d'éléments d'un livre d'histoire que j'avais moi-même lu, que j'ai eu l'impression que l'auteur avait juste plaqué une scène romancée sur des chapitres de ce bouquin. Ça m'a sorti de ma lecture plusieurs fois. L'imaginaire, c'est pas un prétexte pour juste parler d'un sujet technique ou historique. Il faut d'abord écrire une bonne histoire. Comme Robin Hobb réussit très bien à maintenir cet équilibre, je vais te lire un extrait des Aventuriers de la mer. Dans ce chapitre, Parangon, un navire doté d'une conscience, va être remis à l'eau après de longues années d'échouage. Tout le chapitre détaille comment les matelots se sont débrouillés pour réussir cette tâche risquée. La marée serait haute juste après l'aube. Aussi les derniers préparatifs furent-ils achevés dans l'affolement, à la lumière des lanternes. Toute la nuit, Brachen arpenta le chantier en jurant. On avait couché le parangon. On l'avait poussé vers l'eau aussi loin que possible sans fatiguer le bois. Avec des vérins et des étais placés à l'intérieur de la coque, on avait redressé et remis presque d'aplomb le navire gémissant. On avait procédé à un calfatage préliminaire mais incomplet. Brachen voulait que le bordé soit libre de jouer quand l'eau soulèverait la coque. Un navire doit être assez souple pour résister au martèlement des vagues. Il fallait laisser à Parangon toute latitude afin que l'eau et la coque s'acceptent mutuellement. La quille était découverte sur sa longueur. Brachen l'avait fait résonner avec un marteau. Elle semblait solide. Elle devait l'être. Elle était en bois sorcier gris-argent, dure comme la pierre. Toutefois, Brachen se méfiait de tout ce qui devait être. L'expérience lui avait appris que c'était précisément ces choses-là qui allaient de travers. On imagine bien la bibliothèque de Robin Hobb remplie de livres sur la marine ou des dossiers d'ordinateur pleins de recherches sur les techniques de navigation et la construction navale. Et en même temps, l'autrice mêle habilement ses connaissances à des éléments imaginaires. Le bois sorcier dont est fait Parangon est en effet un élément clé du roman. Pour orienter tes recherches dans le world building, il existe de nombreuses fiches et des conseils sur le web et qui listent des questions à se poser comme quelle langue parle-t-on, que mange-t-on, avec quoi on paye, ou encore y a-t-il des tabous religieux. Mais je consacrerai peut-être un épisode spécifiquement à ça. Pour le moment, je te propose juste une petite boussole pour doser tes recherches en 4 questions. 1. Est-ce que le sujet de recherche est moteur pour des scènes clés ? 2. Est-ce que les lectrices doivent comprendre ce sujet pour bien comprendre l'histoire ? 3. Est-ce que ce sujet te permet de ciseler ton univers en lui donnant une teinte unique ? 4. Est-ce que les lectrices ont des chances de maîtriser ce sujet ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de niche qui n'aura pas trop de conséquences si tu ne le maîtrises pas ? Creuse si tu réponds oui à au moins 2 de ces questions, sinon limite ta recherche à 30-45 minutes maximum, synthétise tes notes et passe à la suite. Quand j'ai demandé sur Insta ce que les auteuristes qui me suivent utilisent pour leurs recherches, j'ai eu une réponse unanime, Internet. Et c'est vrai que cet outil est une mine d'or. Mais les contenus en ligne sont aussi nombreux qu'inégaux en qualité, alors je te parle de mes propres réflexes de recherche en ligne. Pour débroussailler, j'utilise d'abord Wikipédia. L'encyclopédie est alimentée et contrôlée régulièrement par de nombreux contributeurs, ce qui apporte une relative garantie de qualité sur les contenus. Ça permet de cartographier rapidement un sujet avec des médias, des liens hypertextes, des chronologies et une bibliographie. Pour pas mal de sujets, je pense qu'on peut s'en contenter car c'est un très bon outil. Quand j'ai vraiment envie de creuser, j'aime bien aller sur les ressources universitaires, des portails de revues comme Persée, Gistor, Cairn ou même HAL, H-A-L, où on peut lire des thèses en ligne. Les universités hébergent parfois des contenus très riches et pointus, validés scientifiquement. On n'a pas besoin de tout comprendre, juste découvrir quels détails viendront alimenter notre world building. Je reparlerai tout à l'heure des musées, mais je te recommande d'aller fouiner sur les sites de musées en ligne. Tu y trouveras de nombreuses collections, des images et détails sur des objets, des techniques, des périodes historiques. Par exemple, le site du CNAM, C-N-A-M, Conservatoire des Arts et Métiers, est ultra inspirant pour un univers steampunk. Ah, et n'oublie pas, quand une ressource en ligne te plaît, note-la quelque part. Fais-toi ta petite bibliographie ou cytographie perso au cas où tu aies besoin d'y retourner. Internet, c'est assez inégal. On y trouve de tout, mais on trouve vite les limites aussi.
Les contenus sont souvent très généraux et quand je veux vraiment approfondir un sujet, j'aime me tourner vers une méthode archaïque et oubliée de tous, consulter des livres, chez moi ou en bibliothèque. Ça permet de faire une pause par rapport aux écrans et aussi de découvrir des choses que j'ignorais, de répondre à des questions que je ne me posais pas. Je t'ai parlé de la sérendipité dans l'épisode 4, c'est encore un bel exemple. Pour ma part, en plus des livres d'histoire, j'aime bien consulter les ouvrages de sciences naturelles. Les études sur le vivant sont hyper inspirantes quand on écrit dans les genres de l'imaginaire. Attention quand même, les livres ne sont pas automatiquement plus exacts que ce qu'on trouve sur Internet. Vérifie toujours l'auteurice, la maison d'édition et la date de publication à minima. Un petit mot sur la radio et les podcasts. Un super moyen d'apprendre plein de choses tout en avançant dans ses tâches ménagères, en conduisant ou en faisant du sport. Mais pas facile de prendre des notes dans ces conditions. Je suis une grande consommatrice de contenu audio et je m'en nourris de manière plus informelle pour mon world building. Quand un sujet accroche, je note 2-3 idées sur mon téléphone et je les intègre plus tard. Dernièrement, j'ai adoré écouter l'émission Quand les dieux rôdaient sur la Terre, sur France Inter. C'est une émission très pointue et en même temps très vivante sur la mythologie grecque. À savoir, cette émission a eu tant de succès qu'elle existe maintenant sous forme de livre. Et d'ailleurs, parfois, radios et podcasts donnent des synthèses et des liens sur leur site web. C'est toujours bien d'aller vérifier quand un contenu t'a vraiment intéressé. Dernier moyen de se documenter efficacement pour le world building, les musées et plus largement les visites culturelles. On les oublie beaucoup trop, pourtant tu serais surprise de voir combien un monument ou une collection d'objets peuvent apporter d'inspiration et de concret dans ta création. Dans mes écrits, je glisse souvent quelques objets que j'ai vus dans des musées en guise d'ornement ou d'artefacts mystérieux. J'aime bien savoir que cet élément renvoie à un véritable objet. Je prends souvent beaucoup de photos dans les musées, des objets, mais aussi des cartels et des textes de salle. C'est ma manière de prendre des notes. Finalement, les éléments de recherche et d'inspiration peuvent venir de partout, même dans ton quotidien ou au travail. Alors pense à toujours avoir un moyen de noter avec toi, sur portable ou carnet. Ces astuces vous plaisent ? Offrez-nous un peu de votre magie, une jolie note, un commentaire, un partage et ce podcast grandira comme par enchantement. L'intelligence artificielle est un sujet épineux parce qu'il soulève des problèmes moraux relatifs à la sincérité de la création et au travail des artistes et auteuristes. Cela étant, cet outil a envahi notre quotidien en très peu de temps et il sera sans doute de plus en plus présent. Alors, plutôt que d'en faire un tabou ou un gros mot, je te propose de voir son intérêt et ses limites, ici dans le cadre des recherches pour le world building. C'est souvent en pratiquant qu'on comprend un outil. Alors, contrairement à ce qu'on croit, l'IA n'est pas un Google amélioré. Ce n'est pas un moteur de recherche, mais c'est ce qu'on appelle un grand modèle de langage, ou LLM pour Large Language Model. C'est-à-dire un programme entraîné sur d'immenses ensembles de textes pour apprendre à faire des réponses cohérentes. L'IA peut, selon la version utilisée, aller chercher des informations en ligne, mais elle génère avant tout des réponses à partir de ce qu'elle a déjà appris. J'ai 3 conseils pour toi si tu veux employer l'intelligence artificielle dans tes recherches. Premier conseil, si tu veux faire un travail sérieux et fouillé, n'utilise pas l'IA pour faire des recherches à ta place sans recourir à aucun autre outil. On a déjà vu que ce n'était pas un moteur de recherche et le risque d'erreur ou d'approximation est trop grand. Et comme l'IA a tendance à donner des réponses moyennes à partir de modèles d'entraînement, le risque est d'obtenir des réponses très clichés, convenues, alors que c'est justement ce qu'on veut éviter dans un bon world building. En revanche, c'est aussi un outil qui peut te faire gagner du temps, à condition de l'utiliser de manière réfléchie et avec prudence. Ça m'amène à mon deuxième conseil. Rédige correctement tes demandes ou prompts avec précision. Demande toujours à l'IA de te répondre de manière exacte. Si elle a accès au web, demande des liens vérifiables, sinon exige des références comme des noms d'auteurs ou des publications. Je te conseille de rajouter aussi « donne un avis franc sans complaisance ». ChatGPT en particulier est une très bonne IA conversationnelle. Elle s'adapte bien à une discussion humaine, mais elle le fait en se montrant agréable. Et parfois, elle va te faire des réponses positives et rassurantes dans l'objectif de te mettre à l'aise. Or, tu veux des réponses factuelles. Donc prends cela en compte dans ta manière de formuler tes questions. Ça vaut aussi pour le contenu de ta demande. Précise toujours au maximum le thème de recherche sans oublier le contexte temporel et géographique. Par exemple, plutôt que de demander comment on fait du pain à partir d'un champ de blé, demande-lui « Peux-tu me donner des informations sur l'agriculture en France au XVe siècle, particulièrement sur les méthodes qui existaient pour faire du pain, en me précisant notamment les outils, le nombre de personnes nécessaires, le temps que ça prenait, les différentes contraintes et en me donnant tes sources.
Là, tu auras des résultats plus intéressants. Troisième conseil, quand une réponse te convient, surtout si elle concerne un élément fondateur de ton world building, va systématiquement consulter les sources indiquées. Cela te permettra d'une part de vérifier les affirmations de l'IA, parce qu'elle se trompe régulièrement, et d'autre part d'aller un peu au-delà. Ne te limite pas et vois l'IA comme un tremplin pour t'orienter un peu plus vite dans la bonne direction. Je vais encore une fois te partager mon expérience. Pour les besoins d'un projet, je dois compléter mes connaissances historiques sur l'Antiquité. J'ai déjà quelques livres et 2-3 auteurs en tête, mais je ne suis pas experte et j'ai peur de passer à côté de références importantes. J'ai donc demandé à l'IA de me proposer une liste de livres écrits ou traduits en français, de type publication sérieuse ou universitaire, et de dates assez récentes qui seraient considérées comme des références sur les thèmes comme la guerre en Grèce ancienne, la figure d'Athéna ou encore la marine dans l'Antiquité. Ensuite, je suis allée vérifier chacune des références citées sur des sites de librairie pour voir si effectivement ça me convenait, et j'ai fait ma sélection. J'ai aussi complété ces propositions par des ouvrages sur lesquels je suis tombée parmi les recommandations des sites que j'ai visités et dont l'IA ne m'avait pas parlé. L'IA a rempli son rôle. Elle m'a orientée vers une petite bibliographie. Maintenant, je n'ai plus qu'à me plonger dans les livres que j'ai commandés pour avoir des données précises et rigoureuses que je n'aurais pas trouvées en ligne. J'aimerais te partager une dernière réflexion sur l'intelligence artificielle. Pour le moment, l'IA générative ne fait pas un bon travail pour produire de la bonne fiction. Elle recombine des modèles qu'elle a appris avec un résultat prévisible, parfois des banalités et très peu d'originalité. Surtout, ses propositions sont dénuées d'expériences personnelles et humaines. Peut-être que dans un avenir proche, des IA pourront s'appuyer sur d'autres modèles qui leur permettront de produire des textes plus littéraires et plus originaux. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Au final, pour moi, la fiction et le world building se nourrissent d'expériences personnelles, d'émotions singulières et de notre voix d'auteurice. Le plaisir de concevoir soi-même un univers et la transmission sincère de nos propres pensées à d'autres humains cantonnent l'IA à un rôle d'outil parmi d'autres au service de la création. Pour résumer cet épisode, l'étape de la recherche est incontournable pour un bon world building. Le mieux est d'employer plusieurs outils et de bien calibrer ses recherches pour fabriquer un univers suffisamment crédible et cohérent sans se perdre dans la documentation. Ne t'attache pas trop à tes recherches, elles ne sont elles-mêmes qu'un outil pour soutenir ta création. Il faut éviter ce qu'on appelle l'infodump, c'est-à-dire de trop balancer d'éléments de world building dans ton récit juste pour expliquer davantage ton univers. Le but n'est pas de faire une thèse universitaire vaguement romancée, mais une bonne histoire. Accepte que tu n'es pas la science infuse et que tu feras de toute façon des erreurs. Mais on te pardonnera plus facilement une bizarrerie si l'ensemble de ton univers fonctionne logiquement. Enfin, il est toujours possible de faire quelques recherches complémentaires pour affiner le premier jet, pour mieux cibler. Mais je t'en parlerai une autre fois, parce qu'il est temps maintenant de rejoindre l'atelier de la World Buildeuse. Dans l'atelier de la World Buildeuse, on construit ensemble un monde imaginaire. À chaque épisode, une nouvelle pierre est apportée à cet édifice et l'univers prend vie. Nous avons maintenant un nom pour notre planète à 3 lunes. Vous avez voté, la planète s'appellera donc Hécate, H-E-K-A-T. Et comme Hydrae vous plaisait aussi, je le garde pour notre petite île. Souviens-toi, la dernière fois, j'avais esquissé le paysage d'Hydrae à l'aide d'un mood board. Dedans, il y a une photo de coquillage bleu. On va partir de là pour notre petit exercice de world building et je propose d'imaginer une monnaie sur la base de ces coquillages. Je commence par jeter un œil sur l'article monnaie de Wikipédia. Puis, pour clarifier tout ça, je demande à une IA de me résumer simplement les caractéristiques qui font qu'une monnaie va fonctionner. Alors, ce que j'avais imaginé au départ, c'est que les habitants de l'île d'Hydrae utilisent des petits coquillages bleus comme unité monétaire. Les méga-marées peuvent apporter énormément de coquillages et donc il peut se produire un phénomène d'inflation. Alors ça, c'est pas bon, parce qu'une monnaie doit être stable dans le temps. Alors, est-ce que les marées se doublent de crise économique ? Et que se passe-t-il si la marée n'apporte au contraire pas beaucoup de coquillages ? Est-ce qu'on impose des règles de récolte parmi les habitants ? Est-ce que la récolte de la monnaie coquillage est réservée à des gens dont c'est le métier ? Dans les grandes caractéristiques d'une monnaie fonctionnelle, on retrouve le fractionnement. Si un bien vaut moins qu'un coquillage bleu, je devrais en théorie pouvoir fractionner ce coquillage. Sauf que ça paraît un peu compliqué, alors on peut dire que les coquillages bleus sont l'étalon, mais que d'autres coquillages peuvent représenter d'autres valeurs. On peut même imaginer que parfois,
les habitants trouvent des coquillages tellement beaux et uniques qu'ils l'apportent à un conseil pour que les membres délibèrent. Est-ce qu'on l'accepte comme monnaie? Et si oui, quelle valeur lui attribue-t-on? Entre-temps, j'ai fait un tour sur le site web du musée de la Monnaie de Paris et j'ai sous les yeux une très belle boîte de changeurs hollandaise. Alors ça me donne envie de développer sur les gens qui, à Hydrae, s'occupent de contrôler la circulation de cette monnaie. Peut-être faut-il imaginer un bâtiment spécifique, avec de grands volets peints de motifs protecteurs, où le conseil des coquilles conserve un grand registre. Chaque année, on y inscrit les valeurs attribuées aux différents coquillages pour que tout le monde puisse y référer. Le conseil des coquilles utilise des boîtes munies de petites loupes et de balances pour expertiser les coquillages douteux. En effet, Wikipédia me donne une dernière idée, avec l'article sur le faux monnayage. Est-ce qu'on peut contrefaire des coquillages bleus d'Hydrae? Peut-on peindre des coquillages communs ou bien importer des coquillages ressemblants mais plus abondants pour les mettre en circulation sous le manteau? Tout ça, ce sont bien évidemment des pistes, mais ces recherches rapides ont déjà permis d'ouvrir de nouvelles perspectives. Si tu veux me suggérer une idée sur l'emploi de ces coquillages, ou si tu souhaites apporter ta propre pierre à l'édification de ce monde, je serais ravie d'intégrer tes suggestions au prochain atelier de la Worldbuilders. Pour l'heure, je te laisse rêver à d'autres mondes imaginaires, et je te dis à très bientôt. C'était la boîte à outils de la Worldbuilders. Si cet épisode vous a plu, une note magique, un partage sur le marché des gobelins et un petit mot à vos amis elfes, centaures ou sorcières feront voyager ce podcast dans tous vos univers.